On va donc pouvoir poursuivre avec la table ronde. Donc je vais avoir le plaisir dans cette table ronde d'avoir les points de vue des étrangers, puisque nous accueillons, nous allons avoir la position britannique, la position allemande et le regard des États-Unis, et nous aurons également un point de vue d'industriel. Donc pour la position britannique, nous allons accueillir Paul Toremans, qui est professeur à l'université de Nottingham. Pour la position allemande, Constantin Schallmoser, oui. Ça va, qui est avocat au barreau de Paris et Munich dans un cabinet allemand mais basé à Paris. Randy Kay, qui est associé du cabinet Jones Day et qui est basé à San Diego et qui a la quasi-intégralité de son activité en contentieux du secret d'affaires. Et finalement, pour le regard des industriels, Frédéric Lemoff, qui est en charge de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies chez Biomérieux. Je ferme la porte et on continue. Donc on va pouvoir commencer avec la position britannique. Ok. Merci Madame la Présidente. Ça peut surprendre, mais on travaille sur ce projet au Royaume-Uni. Il faut peut-être que je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas britannique, donc ça devient un peu maintenant le débat nous et eux. C'est un peu compliqué. Mais bon, donc on y travaille. En comparaison, par exemple, sur les marques, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour le moment, mais ceci, c'est un dossier qui intéresse. Et puis, on fait le travail. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle the Trade Secrets Enforcement Regulations 2018. Quand j'ai rédigé le contenu de mon intervention, c'était à ce moment-là un document de consultation, un projet de loi qui a été soumis par le gouvernement à une consultation. Il y a eu 15 réponses. Et puis maintenant, le gouvernement, plus tard que prévu, mais a répondu le 15 mai. Et ça n'a pas changé grand-chose. Si on apprend quelque chose, c'est peut-être quelque chose qu'on a encore entendu ce matin, c'est que les mots qu'on avait utilisés étaient un peu, on avait paraphrasé un peu la directive. On a conclu après la consultation, c'est que peut-être il vaut mieux se rapprocher encore un peu plus de la langue de la directive. On en a parlé relativement tôt ce matin, c'est un peu l'idée qu'il y a un document international, un document européen et le document national a peut-être une copie. Ce qu'on trouve dans ce genre de... il faut peut-être préciser, la procédure anglaise, c'est que maintenant, puisque le European Communities Act est encore en vigueur pour ce genre de procédure, le gouvernement peut carrément déposer le document au Parlement. S'il n'y a pas vraiment une demande spéciale du Parlement pour un débat, c'est fait très vite. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment de vote. Donc ça peut aller très vite. D'un point de vue théorique, on peut encore respecter la date du 9 juin. Ce ne sera pas fait, mais donc on est plutôt en possession d'un document plus ou moins définitif. On va corriger quelques fautes de frappe, quelques traductions qui n'étaient pas tellement parfaites, mais pour le reste, on y est. Ça reflète quand même également la position Brexit. On m'avait demandé de dire un mot là-dessus. Le gouvernement nous dit qu'on est bon élève jusqu'à la fin. Donc on va transposer et on va faire ce qu'il faut. Dans d'autres domaines, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire après, est-ce qu'ils vont changer de cap. Dans ce domaine pas, et ça deviendra clair, je crois, dans 2 secondes. Parce que il nous faut vraiment, c'est en tout cas la position du gouvernement, il nous faut au Royaume-Uni très peu de modifications. On a déjà un système qui fait un peu le nécessaire.
Personnellement, en tant que professeur, je ne suis pas trop sûr que ça marche complètement. Ils ont peut-être été un peu optimistes. La technique qu'on utilise, c'est bien connu, Bridge of Confidence. C'est un truc qui est relativement vieux, qui protège tout ce qui est confidentiel, toute information confidentielle, mais il faut bien comprendre, c'est ce que les Anglais appellent equity. Donc, tout le débat de la proportionnalité est déjà là-dedans. Le juge a une discrétion, on peut prendre les choses en compte. Donc, si le demandeur, par exemple, n'a pas fait trop d'efforts pour protéger, ça dit quelque chose sur le résultat de l'affaire. Et donc, de ce point de vue-là, ça tombe bien, ça s'arrange bien, mais il y a d'autres aspects qui, peut-être, ne sont pas tellement évidents. Breach of confidence. Donc, il faut bien comprendre que ça couvre aussi bien des atteintes à la vie privée que les secrets d'affaires. C'est ça un peu le problème qu'on a. Depuis quelques années, on commence à... Bon, il y a plein d'arrêts qui se sont basés sur l'atteinte à la vie privée, et on a dit, bon, ce sera la même chose pour les secrets d'affaires, même s'il y a moins d'affaires. Dernièrement, les dernières années, on voit quand même que, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg et l'incorporation de ce texte en droit anglais, pour autant que ça survit, il y a quand même une certaine divergence entre les deux branches. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est peut-être seulement secret d'affaires, même si c'est basé sur d'anciens arrêts atteinte à la vie privée. On voit maintenant une divergence nette qui s'impose. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a déjà, depuis 1969, cette fameuse affaire Coco & Clark, et en ce qui concerne le gouvernement britannique, c'est bien ça. Les autres Européens ont enfin compris que c'est une bonne chose et ils nous ont suivis. C'est là, malheureusement, également que le petit problème commence. Parce que dans l'affaire Coco & Clark, on nous dit que l'information, premièrement, doit en soi être confidentielle. Là, il n'y a pas trop de soucis. Mais le deuxième point, l'information doit être partagée dans des circonstances de confidentialité ou à une occasion confidentielle. On est plutôt dans un contexte contractuel, une relation entre un docteur et son patient, un avocat et son client. On n'est pas vraiment dans une situation où il y a quelqu'un qui pirate votre système informatique. Là, est-ce qu'on a vraiment partagé l'information? Si c'est involontaire, là, ce n'est pas tellement clair. Et troisièmement, l'information doit alors être utilisée de façon non autorisée, causant des dommages pour le demandeur. Il doit y avoir quelque chose qui doit être compensé. Donc, point de vue officiel, c'est conforme à la directive, on n'y change rien. C'est ça notre système et ça le restera. Qu'est-ce qu'on fait alors de ce texte Regulations? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on précise? D'abord, le gouvernement nous dit qu'il faut bien une définition d'un secret d'affaires. On ne l'avait pas. C'était les tribunaux qui... un secret d'affaires, ça se voit. Et on tient en compte. Donc maintenant, on va nous donner une définition. C'est la définition de la directive qui vient de l'accord ADPIC, c'est le texte qu'on connaît tous. La question que je me pose, si ça devient maintenant la définition, et puis Coco & Clark, ça devient la procédure, les remèdes, dans cette définition, il n'y a pas cet aspect que l'information a été partagée. Donc, est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce que maintenant, il ne faut plus prouver qu'on a partagé l'information? Je vous précise, il y a quelques arrêts, par exemple, des écoutes illicites qui ont été passées, conversations privées, c'était à un journal anglais. À ce moment-là, les tribunaux ont dit Coco & Clark, ça passe. Et partage des données, c'est carrément illicite. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, peut-être, on va nous dire que cette définition résout ce problème. Ce deuxième élément de Coco & Clark n'est plus là, pour vous dire que les choses ne sont pas tellement claires
que le gouvernement veut nous faire croire. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose. Les pages et les pages du projet parlent d'abord de définition, oui, et après de procédures. Mais procédures vraiment dans des tout petits détails. Le gouvernement utilise ce genre de projet pour régler un peu les divergences entre le droit écossais et le droit anglais. Donc, les délais harmonisés d'une certaine manière. Les délais de prescription, ce n'était pas tout à fait clair comment ça se réglait. On est à nouveau dans le débat, est-ce que c'est vraiment la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est autre chose? Quelle loi s'applique en ce qui concerne la prescription? Donc on est en train de nous dire maintenant, 6 ans en Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, c'est le maximum de la directive. Le projet ne dit pas si le gouvernement aurait préféré un délai plus long ou plus court, on nous dit carrément le maximum de la directive. On le prend. Pour une raison qui n'est pas trop claire, 5 ans en Écosse. Donc c'est l'harmonisation, mais pas vraiment complète. À compter du breach ou du moment où le demandeur en prend connaissance. Donc ça, il n'y a rien de spécial. Et puis, il y a des mesures qui permettent de préserver la confidentialité des secrets d'affaires pendant les procédures en cours. Ça se faisait déjà devant les tribunaux, donc là, je ne vois pas qu'il y a grand-chose qui change. Des injonctions par intérim, ce sont des clarifications, des choses qui étaient déjà possibles, mais ce n'était pas vraiment hyper clair que, disons, tous les avocats n'étaient pas nécessairement sûrs que ça pouvait se faire. Il n'y avait pas vraiment une procédure bien rodée, donc on nous fait la liste. Et puis, des mesures correctives, les articles 12 et 13 de la directive. Modification des articles, on retire des articles du marché, livraison des articles, destruction des articles et tous les documents. Donc là, vraiment, on était déjà dans le projet très proche de la directive. On va se rapprocher encore un peu plus, on va copier la traduction anglaise fournie dans le document même, plutôt que paraphraser comme c'était dans le projet. Dommages et intérêts plutôt que les autres procédures. Donc c'est vraiment le texte même de la directive. En conclusion, il faut se demander peut-être si pour les Anglais, c'était pas ce qu'ils appellent le storm in a teacup. D'ailleurs, après 25 ans, je ne suis pas trop sûr ce que je dois m'imaginer. Du thé qui va partout, mais bon... donc pour eux, c'est quelque chose de très simple. On fait avec le breach of confidence. Pas sûr que ça passe complètement. Peut-être il y a plus d'incertitudes qui vont apparaître, mais pour le moment, ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire en conclusion? Ce qu'on voit une fois de plus, c'est qu'en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ne discutons pas trop si secret d'affaires, c'est vraiment la propriété intellectuelle ou quelque chose de très similaire. On voit clairement l'intention du législateur anglais de rester en conformité, de rester dans le clan européen. Est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas trop. On a un gouvernement qui... ça ressemble à la guerre civile. On propose n'importe quoi. Dernièrement, c'était un rapport... tout le monde a déjà perdu 900 € par an, même avant le Brexit, où quand le Brexit se fera, il faudra l'armée pour acheminer les médicaments et la nourriture au Cornwall parce qu'on va avoir des pénuries dès le 2e jour. S'il faut faire le contrôle douanier, pour vous dire le niveau du débat. Donc, qu'est-ce qui va se passer après Brexit? Je crois qu'on va essayer de continuer sur ce point-là. Dans d'autres domaines, je ne sais pas. Ou est-ce que vraiment on est en train de nous dire que peut-être il faut un peu de temps pour préparer l'opinion publique au fait que le Brexit, ça ne se fera peut-être pas. C'est peut-être le Belge qui vous parle alors. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé de la position britannique avec ses incertitudes toujours sur le Brexit.
se fera, ça ne se fera pas. La position allemande maintenant avec vous, Constantin. Eh bien. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup à Thomas Bouvet et à Edouard Trepos pour m'avoir invité. D'ailleurs, je trouvais d'un point de vue allemand, je trouvais très bien si le Royaume-Uni restait dans l'Union européenne. Mais ça, et peut-être ça va arriver, mais ça, c'est juste mon avis personnel. Je vais vous parler très brièvement de la proposition de loi allemande transposant la directive. Il faut avouer, j'étais assez heureux que le colloque n'ait pas eu lieu en début avril parce que je n'aurais pas su de quoi parler parce qu'il n'y avait pas de projet de loi. J'ai parlé avec le monsieur qui est responsable auprès du ministère de Justice fédéral à Berlin. Il m'a dit non, je ne peux rien vous dire, ce n'est pas public, c'est secret. Et notamment, ce qui s'est arrivé, c'est que ce projet de loi a été leaké, on dit comme ça maintenant. Il était publié sans que le ministère de la Justice le voulait à ce moment-là. Je crois que c'était mi-avril. Et maintenant, on parle d'une proposition de loi. Et c'est pour ça que je peux vous donner quelques indices sur le projet de loi. Quelle était la situation avant la transposition? Moi, je suis assez optimiste. C'est pour ça que j'ai écrit déjà la situation. Je n'ai pas écrit la situation actuelle, qui est en état la situation actuelle, mais j'ai écrit la situation avant la transposition et aussi dans l'imparfait et pas dans le présent, parce que ça va changer rapidement. Alors, la situation en Allemagne, c'était que la protection des secrets d'affaires était marquée par une forte disparité entre les États membres de l'Union européenne, mais il y a une grande différence pour la situation allemande par rapport aux autres pays, c'est que la protection était essentiellement prévue par des dispositions pénales. Ce sont les articles 17 et 18 du Code de la concurrence déloyale, même si le Code de la concurrence déloyale en soi n'est pas un code du droit pénal, mais ces dispositions-là, notamment les articles 16, 17, 18 et 19, on ne va que parler de 17 et 18, ce sont des normes du droit pénal. Pourquoi? C'était une loi assez ancienne, ça date, je crois, de 1908. Il y avait déjà une loi avant qui datait de 1892, je crois. Et à cette époque-là, l'idée du législateur était plutôt qu'on sera mieux protégé par le droit pénal. On n'avait pas la même idée que ça pourrait être plus intéressant pour les entreprises concernées d'avoir une forte protection par la voie civile, par la procédure civile. La deuxième socle pour la protection, c'était des dispositions du droit du travail et notamment l'obligation de loyauté en droit du travail. Ça avait aussi, ou ça a pour conséquence également que souvent, notamment dans les litiges entre les entreprises et leurs salariés, ou leurs ex-salariés plutôt, ça relève de la compétence des tribunaux du travail. Ça ne s'appelle pas les prud'hommes en Allemagne, mais c'est des tribunaux. Mais la procédure est toute différente et ce n'était pas toujours facile à mener des procédures devant les tribunaux compétents pour le droit de travail. Ce qui était en revanche déjà existant, et vous savez que l'Allemagne a une forte utilisation de ce système, c'est le requérant pouvait demander déjà la cessation, la suppression des dommages et intérêts, et aussi le droit d'inspection et aussi le droit d'être informé, le droit d'être en possession des informations concernant le prétendu, les faits évoqués contre la partie défenderesse.
Il y avait un premier problème, c'était que l'article 17 interdisait seulement la divulgation pendant la durée du contrat de travail. On n'avait pas de protection suffisante après la fin du contrat de travail. Il y a un cas assez connu des années 50 du Bundesgerichtshof, de la Cour de fédérale justice allemande, qui disait que si un cadre cessait de travailler pour son entreprise et il utilise les informations qu'il possède, il a le droit de le faire. Après, on a discuté dans les détails s'il avait le droit de prendre des notes avant. Évidemment, à l'époque, il ne pouvait pas mettre ça sur un disque dur, mais quand même, il y avait des moyens de faire copier. Mais en théorie, le salarié qui ne faisait plus partie de son ex-entreprise était assez libre d'utiliser ce qui était un secret de cette entreprise. En plus, le contenu de l'article 18 n'était pas assez large non plus. Il interdisait seulement l'exploitation de modèles, de dispositions techniques. Ça aussi, c'était à l'époque, les entreprises du tricotage notamment demandaient à ce que ces modèles soient bien protégés par la loi, parce qu'à l'époque, c'était des femmes qui travaillaient à la maison en utilisant les modèles de leurs entreprises. Et on voulait éviter à ce qu'ils prennent les mêmes modèles pour fabriquer eux-mêmes ou elles-mêmes. Ce qui n'était pas clair non plus, c'est le traitement de la dénonciation de dysfonctionnement au sein d'entreprises, ce qu'on dénomme maintenant whistleblowing en français comme en allemand, et notamment en anglais. Et il n'était aussi pas clair non plus qu'est-ce qui se passe avec le reverse engineering. Un grand problème, c'était que le norme du droit pénal exige bien sûr le dol et une précision de la base légale. Ça veut dire qu'il est, par notre Constitution, notre loi fondamentale, il est interdit de faire des analogies avec des normes du droit pénal. Parce que c'est impératif que si on risque un emprisonnement ou une peine basée sur le droit pénal, il faut que ce soit bien clair et bien précis ce qu'on doit faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors il n'était pas possible, comme pour d'autres provisions du droit civil, de faire des analogies, notamment pour travailler contre les petits manquements de cette loi. En général, on peut dire qu'on avait une protection assez étroite des secrets d'affaires. Là, je vais vous parler tout brièvement parce qu'on en a évoqué. La directive dont on parle aujourd'hui a pour objectif d'établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans le marché intérieur en cas d'appropriation illicite. Il reste une marge de manœuvre des États membres, mais je crois que pour la France, je ne suis pas le plus compétent ici, mais pour l'Allemagne, on peut dire que pour le moment, ils utilisent que très peu les possibilités laissées par l'harmonisation minimale. Ça veut dire pour le moment, on reste vraiment à cette protection minimale. Et notamment, c'est M. Rosenau, il s'appelle, du ministère fédéral de justice, il m'a expliqué qu'on est en retard et on n'est pas en mesure de faire plus qu'une transposition assez mot par mot en ce moment, si on veut éviter des amendes par la Commission européenne, sachant que pour des raisons que vous connaissez tous, et ça nous a pris quelques mois de former un nouveau gouvernement. On a une nouvelle ministère de justice qui, elle, voulait jeter un clin d'œil sur ce projet-là. Maintenant, on est en retard et il est sûr qu'on va rater la date du juin. Et si tout se passe bien, on aura cette nouvelle loi d'ici mi-novembre, mais pas avant. Mais auprès du ministère de la Justice, on est quand même content parce qu'il y a
Maintenant, avant de commencer une procédure avec des amendes, la Commission européenne doit fixer un délai de réponse pour le gouvernement et le gouvernement allemand est assez sûr, assez optimiste qu'ils peuvent éviter de telles amendes. Bon, alors, qu'est-ce qui va changer sous la nouvelle loi de transposition? Première chose, on aura une nouvelle loi propre à la protection des secrets d'affaires qui a pour but de renforcer la protection du secret d'affaires. Cette loi va s'appeler Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, avec une abréviation que je ne vais pas vous lire. Il y a certains, notamment professeur Hahn, qui se plaignent un peu du fait que dans l'abréviation, on ne voit plus la protection, parce que c'est juste, ça veut dire Geschäftsgeheimnisgesetz, alors là, il manque un peu le mot protection, moi, ça c'est marginal. La notion de secret d'affaires va reprendre les 3 critères prévus par l'article 2 de la directive, qui est, comme il a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, directement inspiré de l'ATPIC, notamment l'article 39, paragraphe 2 de l'ATPIC. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous lire la définition, parce que vous la connaissez. On disait, lors de la préparation, j'ai souvent lu que cette notion ne va pas changer comparée avec la notion qu'on a par la jurisprudence allemande déjà, ce qui n'est pas 100% vrai parce que la notion du secret d'affaires exige maintenant une valeur économique qui résulte notamment du secret. Et ça, cette condition n'existait pas en droit allemand. Mais en pratique, ça ne va pas changer grand-chose. Logiquement, parce qu'on est dans une transposition assez mot par mot, on va introduire dans cette nouvelle loi allemande aussi des autorisations légales. On aura la permission de dénonciation de dysfonctionnement au sein d'une entreprise, le whistleblowing. L'article 4, numéro 2 de la proposition de loi reprend les termes de l'article 5 de la directive. Il y avait une certaine discussion là-dessus dans la presse allemande. Il faut savoir qu'on n'avait absolument pas la même discussion dans la presse allemande qu'ici en France. Et je ne peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça. Les Allemands ont tendance d'accepter plus rapidement peut-être des changements que des Français, je ne sais pas. En tout cas, on n'avait pas la même discussion. Il y avait quelques-uns qui disaient que la transposition le rend plus difficile pour les whistleblowers parce que notamment il est écrit que et de vous citer dans le projet de loi il est écrit si la personne qui obtient, utilise ou divulgue le secret commercial agit dans l'intention de protéger l'intérêt public général. Alors, dans la directive, c'est à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général. Maintenant, c'est dans l'intention de protéger l'intérêt public général. Et les motifs de ce projet disent que l'intention de protéger l'intérêt public général doit être le motif dominant, mais pas le motif exclusif. Il s'agit d'un motif subjectif, mais qui peut faire l'objet d'un contrôle de plausibilité au cours d'une procédure judiciaire. Moi, personnellement, je ne peux pas vous expliquer quelle est la différence entre l'intention de protéger l'intérêt public et le but de protéger l'intérêt public. Je crois que ce n'est pas un problème de traduction. Il y a certaines personnes qui veulent en tirer la conséquence que ça rende la vie des whistleblowers plus difficile. Moi, personnellement, je le dirais, si je regarde bien les motifs tels que cités en ce moment, mais il faut savoir que les motifs n'ont pas d'effet. Les juges, les magistrats ne sont
en aucun cas liés par les motifs du gouvernement d'une nouvelle loi. Bien sûr, ils tiennent compte, mais ils ne sont pas obligés de suivre le raisonnement du gouvernement parce que eux, la loi et pas ce que le gouvernement a pensé. Deuxième grand changement pour l'Allemagne, c'est la permission du reverse engineering. Là, vous le savez, on aura la différenciation entre des informations accessibles au public. Ça va être, dans ce cas-là, on peut parler d'une autorisation illimitée du reverse engineering. Ça vient de la directive directement. Concernant les informations qui ne sont pas accessibles au public, là, le reverse engineering sera autorisé à moins qu'il s'agisse d'un cas d'interdiction par contrat. Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que vous écriviez bien vos non-disclosing agreements. Un point qui va changer également, ce sont les mesures de non-divulgation. Il sera nécessaire que vous fassiez, les entreprises fassent attention à ce qu'ils protègent bien leur secret d'affaires. Malheureusement, il n'y a aucun mot dans la loi concernant les moyens pour protéger ces secrets d'affaires. Et les motifs précisent que les types spécifiques de mesures de confidentialité à prendre dépendent de la nature du secret commercial en détail, des restrictions d'accès physique et des précautions ainsi que des mécanismes de sécurité contractuelle peuvent être envisagés. Pour évaluer l'adéquation des mesures de protection, il peut être tenu compte en particulier de la valeur du secret commercial, de ses coûts de développement, de son importance pour l'entreprise, des mesures de confidentialité habituelles dans l'entreprise, etc. J'avais l'impression qu'on utilisait la présentation de M. Beauvir pour motiver le projet de loi parce que ça me ressemble vraiment à vos trois niveaux différents des secrets et ayant tous une protection qui va avec. Ce qui est important, c'est que le système de sanctions civiles sera étendu au, bien sûr, rappel des biens en infraction, l'élimination permanente des biens en infraction, la destruction des biens en infraction et le retrait du marché des biens en infraction. Il est pour moi impossible de vous dire quelle est la différence entre l'élimination permanente des biens en infraction et le retrait du marché et leur destruction, sachant que, notamment dans des cas qui ont un lien avec l'étranger, ça peut mener à des différentes formules pour vos demandes auprès des juges. Et la Cour fédérale de justice a très récemment dit qu'on peut demander les trois. C'est l'arrêt Abdichtssystem, c'est un système d'étanchéité, un jugement du 16 mai 2017. Ça va souvent de main en main, mais c'est un système complémentaire. En fait, c'est le même système qu'on a dans toute la propriété industrielle maintenant, dans le droit de brevet, dans le droit des marques. Et on voulait avoir la même protection. La directive prévoit 3 moyens de calcul du dommage, la perte subie du demandeur, une licence adéquate ou l'absorption du gain du défendeur, de la partie défenderesse. Ça, c'est pas nouveau pour nous. On le fait comme ça depuis longtemps, pas seulement pour la propriété industrielle, mais aussi pour les secrets d'affaires. L'article 9 du Geschäftsgeheimnisgesetz, le grand E, le E en majuscule, ça veut dire Entwurf, alors projet, transpose les 3 méthodes de calcul en droit allemand,
c'est codifié maintenant, mais la jurisprudence depuis longtemps fait valoir ces 3 méthodes. Un grand changement très apprécié, c'est la compétence des tribunaux spécialisés pour traiter des affaires concernant la nouvelle voie. Ça, c'est vraiment très apprécié parce que à l'époque, je peux vous raconter, si on avait plus de temps, des histoires où on était devant des juges qui n'avaient jamais traité une affaire en matière de secret d'affaires, ni n'avaient non plus rien à voir avec la propriété industrielle, parce que tout ça s'est spécialisé sur quelques tribunaux. Et ça va être maintenant aussi le cas que les lenders vont créer des tribunaux spécialisés, notamment aux endroits où il existe déjà les tribunaux spécialisés pour les marques et pour le brevet et pour le design modèle. Qu'est-ce qui reste insuffisant d'un point de vue théorique? La nature du juridique des secrets protégés par la nouvelle loi reste peu claire. C'était important pour l'article 823 du Code civil allemand, notamment parce que cet article ne protège que des droits absolus. Alors il faudrait bien définir si un secret d'affaires est un droit absolu comme un brevet ou une marque. Ça reste peu clair. En revanche, avec le nouveau système de cette nouvelle loi, on aura moins besoin de l'article 823 et c'est pour ça que le législateur a pensé que ce n'est pas forcément nécessaire de clarifier ces points. Les dispositions concernant le whistleblowing sont assez ambiguës. La dénonciation d'un comportement est permise si l'auteur de la dénonciation agit dans l'intérêt public, même si ce comportement n'est pas contraire à la loi. Là aussi, les motifs sont assez clairs là-dessus que le motif ou le comportement soit respecté étant non éthique. Les motifs parlent du travail des enfants, des choses comme ça. À mon avis, très flou, un peu trop flou. Dernier point, qu'est-ce qui reste insuffisant? On commence à avoir une protection des informations données lors d'une procédure civile, ce qui est bien, mais la protection ne va pas assez loin. Le texte prévoit l'accès à l'audience d'au moins une personne de 2 parties. Bon, ça c'est à mon avis clair parce qu'on ne peut pas juger une affaire sans parler parler avec celui qui est la partie défenderesse. Mais l'amende maximale est de 1 000 € si un secret, après une telle procédure, est révélé sans autorisation. Et ça, je crois que la plupart des entreprises va donner un chèque et être content. Le chèque n'existe plus en Allemagne, mais bon, et va être content de ne pas être obligé de payer plus. Sachant que, bien sûr, il risque des dommages et intérêts aussi. Mais ça, c'est très, très difficile à prouver parce qu'il vous faut la causalité entre le fait que le secret a été révélé et le préjudice. Si je peux me permettre, j'ai 3 dernières slides. Je ne sais pas si on a toujours 3 minutes. Alors, un petit bilan. On aura une protection des journalistes, des lanceurs d'alarme, des salariés, des représentants du personnel améliorée dans les 2 États membres. Pendant que la loi allemande laisse l'interprétation de l'intérêt général entièrement à la juridiction, ça veut dire qu'il n'y a aucune définition là-dessus. Ce que j'ai compris, c'est que la proposition de la loi française précise l'intérêt public dans son article 153-6. Et en plus, vous ajoutez un régime autonome d'amende civile pour protéger des journalistes et lanceurs d'alerte. Ça n'existe absolument pas en Allemagne et on n'en a même pas parlé, au moins entendu.
On aura le droit à une réparation intégrale dans les deux pays, c'est-à-dire au manque à gagner, à la perte subie et au préjudice moral, avec, il faut l'avouer, de temps en temps, dans l'appréciation de la jurisprudence, quelques différences qui restent. En Allemagne, le risque qui est déjà augmenté que des secrets lors d'une procédure sont révélés va malheureusement subsister. Ça, c'est un problème qu'on va pas trop bien résoudre en Allemagne pour ce premier projet, en espérant que ce problème sera traité peut-être avec une nouvelle version de cette loi. Dernier mot, on change en Allemagne notre système en ce que la protection des secrets d'affaires va tout d'abord être basée sur le droit civil, mais on va garder quand même notre système du droit pénal. On va intégrer un nouvel article 22, ça c'est faux, le UWG, c'est la nouvelle loi et pas l'ancienne loi. Et cette disposition, l'article 22, va reprendre la même ampleur que les dispositions du droit pénal allemand qui existent jusqu'à ce moment. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cet exposé qui nous montre que la perception du public en France et en Allemagne n'est pas toujours la même, que les Allemands peuvent être moins bons élèves que nous. Et je trouve que c'est intéressant de voir que vous avez opté pour une compétence de tribunaux spécialisés également. So now we'll learn everything about trade secret litigation and protection in the US and about the main similarities and differences between the two systems. Thank you very much. Thank you, and thank you to the program organizers for hosting me today, and I will be speaking in English, apologies, but that's my capability. And so in getting ready to come here today, if it was not obvious already from me speaking in English that I was American, I thought when packing my suitcase I would dress in red, white, and blue to symbolize the United States, and then I arrive in Paris on Monday and I see the French flag, and I realize I was not so unique. So today I will be addressing US law and in contrast with the new directive, and I do it for several reasons. One is so that you have the contrast and the comparison, but another example is you may choose in your contracts to actually want US law in a contract with a partner should there be a dispute. You may choose to be in arbitration with disputes, and you may want New York law or Delaware law, for example, to apply, and that's not uncommon, and there are many advantages should you end up being the plaintiff, for example, in a trade secret dispute. So for background, briefly, I want to explain 3 current matters I'm presently handling. I handle disputes only, and predominantly in the trade secret area. So by a show of hands, who has an iPhone? A lot of people. Well, I'm currently handling a dispute over the iPhone representing Qualcomm against Apple, and you may have heard there's a global war going on right now, mostly patent cases. There's more than a dozen cases in the US, Taiwan, Japan, China, Germany, and elsewhere. And most of them are patent cases, but I'm handling a trade secret case in state court in San Diego, California, contending that Apple improperly disclosed Qualcomm's confidential information and source code to Intel, who is Qualcomm's competitor. There are 2 modem chips in the iPhone currently. One is Qualcomm, one is Intel. And in the development for the next generation, expected to come out later this year, Qualcomm claims that Apple disclosed Qualcomm's information to Intel to allow Intel's chip to perform better.
there's a claim that in the existing generation in the marketplace, Apple actually slows down the Qualcomm chip so that it performs equally with the Intel chip, so that consumers don't know that there's a difference between a Qualcomm chip and an Intel chip. And so to avoid the slowdown of the Qualcomm technology, the claim is that Apple said, why don't we speed up the Intel technology? And the claim by Qualcomm is that Apple did so by disclosing Qualcomm's technology to Intel in violation of agreements. That's a misuse claim under contract. It's not currently a trade secret claim. It's a misuse claim, but I handle misuse claims and trade secret claims. Misuse under contract. Trade secret is a tort. So that's why trade secret gives rise to punitive damages. A second case I'm currently handling, which is an international matter, is for Micron Technology, a semiconductor manufacturer in Idaho, and they have locations throughout the world, including in Taiwan. And many employees have left the Taiwanese location, and some of them went to a competitor named United Microelectronics, UMC. And 3 individuals in UMC are currently under indictment in Taiwan for stealing trade secrets from Micron for semiconductor manufacturing processes. I filed the case in the United States against UMC and the mainland China company to whom UMC disclosed the Micron trade secrets, because what they're doing in Asia is UMC stole the Micron trade secrets and it delivered them to Jinhua in mainland China for Jinhua, an arm of the Chinese government, to go into DRAM manufacturing using technologies that they did not previously have to speed up the performance, and they're doing so using Micron's stolen trade secrets. I filed the US action, and that's ongoing in federal court in Northern California. Then a third matter I'm handling, I'm proud to represent a Lyon-based biotech company in a dispute with an American pharmaceutical company over a collaboration agreement where the American company obtained trade secret information from the Lyon biotech, and we claim that the American pharmaceutical company is using those trade secrets without license. That's in arbitration in the United States. So those 3 cases are in state court, federal court, and arbitration. And I'm going to talk about the significance of those different forums in the US in terms of asserting trade secret claims. So I have around 20 slides I'm going to use today, and I know they're a little difficult to see. I'm happy to give the slides out to anybody who hands me their card, and I'll email them to you afterwards. I'm going to use around 20 slides, and then I have a dozen more backup slides in an appendix with more detailed information. I'm also the author of a book on the new federal law in the United States, published by the State Bar of California. And again, anyone who would like a copy of this book with more detail on the new federal law, which went into effect in 2016, just give me your business card and let me know. So one of the issues between the US law and the EU directive is semantics and language. In many instances, there's different word choices, but in many instances, the net effect is the same. The law is fairly comparable in most regards. That is one takeaway when you look at the law as a whole. And I'm going to address what is a trade secret, what is misappropriation, and what are the remedies that one can get upon proof of misappropriation. I want to go over briefly how trade secret law developed in the United States. So for around 200 years in the United States, we had the common law, and it was the development of law through the courts, somewhat ad hoc, based on the restatement, a set of recommended laws for the courts to apply. And trade secret was always a state claim, individual in all the 50 states. And then in 1985, we obtained a uniform state law. A set of professors and legislator-type people developed what was called the Uniform Trade Secret Act, the UTSA, and it was recommended that the 50 states adopt it uniformly. And what we saw over the next 30 years was 48 states ultimately adopted it, 2 holdouts, and then the 48 states customized it for each state as they saw fit. So we ended up with 50 different laws for trade secret protection, exactly the opposite of what the uniform law aimed to achieve.
So that's what sparked, in part, the federal law, again in 2016, trying to be uniform. And interestingly, as you may have seen in politics in the United States in the last decade, there's not a lot of agreement. But this law passed overwhelmingly with only a couple no votes, and President Obama signed it into law in 2016. The genesis of the federal law is as follows when you look at the legislative history. It's protecting American business from China. It doesn't say that, but if you look into the hearings and the background as to why this law came to exist, it was because of China stealing US trade secrets. And there's a seizure provision in the federal law that raised significant concerns about due process because the federal law allows the US Marshal under a court order to seize property or belongings of either a misappropriator or someone else who might be in possession of trade secrets. How this arose was there are many cases where scientists and engineers in the US, mostly in California, steal technology and trade secrets, literally put it into their suitcases and fly to Asia. And once they land in Asia, or I should say depart LAX, there is no way to get those trade secrets back. This law was designed to allow a seizure because companies at times have discovered an employee has a plane ticket, a briefcase, and things are missing, or they detect copying or downloading activity that's inappropriate and not permitted. And now that company can immediately go to a federal judge, get a seizure order, get that to the marshal, and the marshal will stop people at the airport, and they do that. That was the genesis of the federal law. But of course, it doesn't say that, and it is broad and general in how it can be used by businesses globally. One more background about how American trade secret law came to develop. So in the 1950s and 1960s, there were many, many cases called the route cases, where a delivery route person, whether they were delivering milk or any other product, laundry was a big area of cases, the delivery person would leave the company, go to a competitor, or start their own business and take their client list with them. So all the cases in the 1950s and 1960s were client list, customer list cases, and the law developed that way. And then in the 1970s, technology and computers came into the factor in equation. And we began to see these cases involving technology. And the law primarily developed in California and New York, where a lot of the innovation occurs in the United States. And so in those state courts and federal courts, we see a lot of development of the case law in the 1970s, leading up to the 1990s with the internet boom, and then leading to today, where virtually all trade secret information is digital, and everything is moving in that direction. And the law, you'll see, that I'll explain, is developing to protect digital information better than in the past. So this slide shows the development of the state law and then the federal law. Of course, trade secrets are part intellectual property, part contract, and part tort. All of those areas of the law come in different ways. This slide shows the definition of state law trade secret protection, and I want to mention this was from 1985, and there are 8 types of information specifically recognized as capable of being trade secrets, and they are formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process. But it can be anything else. You don't see customer list here, but of course that can be protected. That could be a compilation. So the lawyer's job is, which of these 8 does it best fit in, and you call it that. And then you tell the judge, this is a compilation, the customer list, or whatever it is that you have. If you have source code, you could call it a program. So the other factors, of course, are that the information must have economic value, it must not be generally known, and it must be subject to reasonable security measures. The federal definition in 2016, many years later, got more progressive and talked about more current
items, and the new items on the list include plans, designs, prototypes, procedures, and codes. Codes, of course, referring to computer codes. The definition of trade secret under federal law also specifically says that the information can be tangible or intangible, because some defendants were persuading courts that intangible information that was computer-driven was not protectable, which should not be the case. The federal law cured that by sticking that in, tangible or intangible. And then the federal definition says whether or how stored, compiled, or memorialized, again, computer-driven, and whether physically, electronically, graphically, photographically, or in writing, saying anything qualifies if you're stealing technology or science from a company, basically. The federal law has a whistleblower protection, which provides that an employee or other person taking information from a company is immune from civil or criminal liability if they're doing so to provide the information to a lawyer, the government, or a court if it's under seal, if it's for the purpose of reporting a violation. So one employee can go and report that and not be under threat of trade secret misappropriation, him or herself. In terms of timing, the federal law will only apply if the act occurred after May 11, 2016. So that issue is starting to dissipate already. We're a couple years later, but only acts after that can be under the federal law. And of course, we have a similar time period under the EU. State claim in the US can go back as far as we want. No limitation there. Some similarities between the US and the EU in what is a trade secret are all jurisdictions require that the trade secret holder have exercised reasonable steps to maintain the secrecy. Now, what does that mean? Well, of course, there's case law interpreting it. The number one thing that is looked for is a confidentiality agreement that's signed, either with an employee or anyone else. When I first meet a new client company, one of the first things I ask is, has every person affiliated with a company signed a confidentiality agreement? And of course, I'm told, oh, yes. And then I ask, did the founders sign? And they go, well, nobody knows if the founders signed. Well, I've handled a lot of disputes over founders leaving. Founders get angry. A lot of founders get fired. And a lot of founders never sign their confidentiality agreement. So go back and check, did your founders sign a confidentiality agreement? Now's the time to check before there's a problem, because you can get them to sign now. Did the board of directors sign confidentiality agreements? Did any other consultants to the company sign confidentiality agreements? These are all key people that often evade signing one because perhaps they were there in the early days and they slip through and it's never discovered by the new people coming in. After a signed confidentiality agreement, the next most important thing, but is probably on par, are passwords for electronic information. Is the information password protected internally? And the courts are clear that the password protection required varies based upon what is the information. If it's a customer list, the standard is lower for the measures compared to software and source code. A court will require that more stringent measures are in place for source code for a company to complain that it was stolen. People without a need to know that information should not have access. So computer systems need multiple levels of access to confidential information for a company to manage a trade secret program effectively. In terms of the blue box on the screen, all jurisdictions are requiring that the information not be generally known. One special problem there is, what about information in an employee's head when she leaves the company and goes to a competitor? Well, the courts have written in opinions that, of course, an employee cannot wipe her brain clean like you would wipe a hard drive upon departure and going to a direct competitor, but the employee is still obligated not to use that information, and the employee is required to compartmentalize that information in the new job. And at times, a court in the US will enter an injunction restricting the person's area of employment until the usage of that non-public information dissipates. An example in California was in the golf industry.
one golf company had a new golf ball under development that was going to fly further and faster and perform better, and the lead of that development project moved to the direct competitor, and the court ordered that that executive not work in product development until the launch of the ball. He could work elsewhere at the company, but not in product development. So they were not restricting his ability to earn a living and provide for his family, but they were balancing allowing him to work and protecting the non-public information about the technology and innovation. And all jurisdictions require some form of economic or commercial value to the information. So as a defense lawyer, when you're in these cases, you're chipping away at each of these factors, and you're looking at where are the most effective ways to argue that the plaintiff cannot meet the challenge of demonstrating economic value. And there are cases where they say this is either public or it simply is not commercially valuable from a competitor to know that information, and you might wonder how can that be, but there actually are cases when you actually study all the information about what was known about the product, because so much information is disclosed in products themselves, and that's often a way that you can show that the product itself discloses what it does. There's only so many ways to do it. We chose this way to do it, and there's no economic benefit to that choice. So these are issues that the lawyers fight over. Both US and EU talk about is the information readily ascertainable in the US or readily accessible in the EU. I would submit that those are comparable topics. If so, if it's readily ascertainable, it's not going to be subject to the protection. Another question is, to whom must there be economic value? And both US and EU talk about that audience, and you have to look at what does the law say about who is that audience to whom it must have economic value. And the wordings differ here between US and EU, but that's the question. So in the US, the question is there economic value to a person who can use it, and in the EU, to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question, assuming that I've gotten the translation right of the directive. Another topic is about combination trade secrets. What this slide talks about is called, in the industry, combination trade secrets. You take a number of publicly known elements, you put them together, and the recipe might be different. The food item might taste different because you've combined publicly known items for how to make a cookie. And I've had cookie cases. I had a chocolate chip cookie trade secret case. I had Monster Energy drink. I dealt with trade secret issues. So these cases come up in all fields. So now we're in misappropriation. In US and EU, there are 3 activities that are prohibited: improper acquisition, use, and disclosure. And there's an enormous body of law in the US about what is improper acquisition, what is improper use, and what is improper disclosure. And I don't have time today to go into all the permutations. It is all addressed in my slides if anybody wants all that detail, but there are levels and levels of detail that you go into to prove acquisition, use, and disclosure constituting the misappropriation. Similar, by analogy in patent law, it's make, use, offer, sell, or import in the US. Those are the 5 prohibited activities in patent law. And then in trade secret law, we have acquisition, use, and disclosure. So I'm going to go through the misappropriation slides for lack of time, and talk now about how courts deal with handling trade secrets in court. So we make submissions to courts in writing, filing briefs, and then we argue in court. And there are mechanisms in state and federal court to ask the court to seal that material from the public. If we're submitting briefs, we file a motion to seal, and the judge has certain criteria to follow in state court and in federal court. Do we qualify to seal that from the record? And one thing every judge will do is, if they do agree to seal, require a redacted version and an unredacted version. So
a redacted version, you black out what's sealed, and they require that as much as possible be in the public record, and that you then have an unredacted version that only the judge sees and the lawyers. That's if they allow the sealing. In court appearances, you can make a motion to seal the courtroom. Of course, in the US, courts are public forum. Anybody can walk in, space permitting. But you can petition the judge to lock the door, put the marshal at the door, and only allow entry during that part of the hearing if a person has permission under the court's order to be there. So who's the number one party that objects to all this? The media, our friend. So there are a lot of lawyers who represent the media, and we file a motion to seal, they file a motion for access, because if we don't want it shown, they want it. And we then have hearings with the media lawyer on does media access trump the privacy of the litigants, and then the judge is constrained by our rules. So we have a lot of litigation over this, and judges are very resistant to sealing the courtroom and sealing the record. They often return the papers to us afterwards. They just let them sit on their bench, they hold the hearing, and they go, they had held the motion to seal in abeyance, and then they rule on it, and then they say, here's all your papers back, they're not going to be in the court file, your motion to seal is denied. And that's how they sometimes just get them not to be in the record, but they get to look at them. So the judges try to be practical in handling the public nature of court proceedings with the trade secret need, which is a big tension that is unresolved, but we deal with on a day-to-day basis. A few procedural items about trade secret matters in the US courts. You can own a trade secret, or you can be an exclusive licensee and have standing to bring the claim, but the court, of course, wants to know that you have all rights sufficient to bring the claim. So a non-exclusive licensee likely would not be able to bring a claim without the joinder of the owner or the exclusive licensee. The court wants to make sure that they have dominion over the property to make the rulings. In the US, uniformly, a claim must be brought within 3 years of the misappropriation occurring. I've had clients call me for the first time and say, and we think the statute runs tomorrow. Can you file a lawsuit? Yes, we of course can file a lawsuit. We can even do it same day, but it is 3 years from when they knew or reasonably should have known of the breach. Most cases never get to that. Most cases we hear, but like as the employee is on the way out or the employee is packing his boxes, we get the call from ongoing clients to say we have a problem, and we will get a lawyer there on site to participate in the exit interview. So it's uncommon that you have statute problems, but at times the misappropriation is not learned until the product of the competing company hits the market, which can take years. And then you have a debate, should the company have known back at departure versus 3 years later when the product hits the market and the market sees the similarities in the two. And then there's issues about how do we deal with foreign offenders' activity outside of the boundaries of the United States, and the federal law provides for that. In certain circumstances, they can get foreign actors who never were on site in the U.S. into a U.S. court. Extraterritorial jurisdiction, that's called. And so in terms of remedies, I'll just quickly go through the options. There's the seizure I talked about earlier. Injunctions are typical in trade secret cases, and many trade secret cases live and die based upon the granting of the injunction. Injunctions tend to settle cases. Many cases in this area only have a 90-day lifespan because the plaintiff gets an injunction and then there's an immediate settlement or stipulation to judgment. Sanctions in the form of attorney fees are available to both sides, to a prevailing plaintiff who demonstrates that the misconduct was willful, or to a prevailing defendant who demonstrates that the claim was brought in bad faith. And courts will exercise their judgment and allow those fees in both of those instances. It's uncommon in some states for courts to restrain employees from working, but on an adequate record they will do so. It varies based upon the state. And we do have a criminal aspect to the misappropriation law called the Economic Espionage Act, and my understanding is that the EU directive is presently silent about criminal penalties.
Monetary remedies are important also, and we have a whole suite of options as to how to prove damages in a trade secret case. Actual losses is very typical. Actual losses look at the revenues that the plaintiff company lost by virtue of the theft. The opposite is unjust enrichment. That looks at the gain by the wrongdoer. And in trade secret cases, that unjust enrichment gain can be far in excess of the loss to the plaintiff. As an example, an employee can steal $100 million worth of assets by taking source code and other information, and he may take it to a startup and then fail. He can still be on the hook for $100 million in damages because he was unjustly enriched by taking the R&D valued at $100 million. And he says, but I didn't earn any money, my company closed. And they can say, but the law allows unjust enrichment, the value of what you took, and that was $100 million. So that's different than a lot of other areas of the law. And then the third type is royalties. If neither of the first two work out for the plaintiff, the law allows a royalty on product sales, but of course that requires success by the misappropriator for there to be product to attach the royalties to. And attorney fees and punitive damages are available because it's a tort. If it's willful, if you can get twice the amount of the compensatory damages and punitive damages as a maximum. So $100,000 can become $300,000 in damages if it's trebled, and then attorney fees based upon an adequate showing. And that concludes the topic that I wanted to go over. And I know we have one more speaker before we get in the way of your cocktails. So many thanks for this presentation, and I will for sure give you my business card. Maintenant, nous allons avoir le regard de l'industriel, notre dernier intervenant de cette table ronde, donc Frédéric Lemoff. À toi. Donc un point de vue un peu plus pratique, peut-être que ça va être un peu plus léger, moins de points de droit et plus de considérations industrielles. Je dirais que dans le contexte, je pense que le professeur Reinhardt et M. Bouvier ont bien décrit le contexte ce matin. Nous avons un long historique judiciaire sur le secret d'affaires, ainsi qu'un long historique sur la pratique en matière de protection des secrets d'affaires et notamment du savoir-faire. C'est ainsi que nous, les professionnels de la propriété industrielle, ça fait depuis très très longtemps qu'on gère au quotidien en fait à la fois le brevet, à la fois le secret, et que nous avions mis en place, à tout le moins dans les groupes comme les nôtres, des mesures de protection particulières bien avant que la directive ait été conçue et encore moins transposée. Donc bioMérieux, évidemment, n'échappe pas à ce contexte, mais je vais rappeler un contexte particulier qui nous occupe aujourd'hui, à la fois en statique et en dynamique, pour remettre un peu le secret d'affaires au centre de la nouvelle économie. Et je vais prendre pour ça l'exemple de bioMérieux, évidemment. Alors bioMérieux, c'est une entreprise du diagnostic in vitro, qui est essentiellement dans une logique manufacturière. Alors, je simplifie évidemment, heureusement il n'y a personne de bioMérieux ici. Donc nous concevons, nous produisons et nous vendons des produits, que ce soit des réactifs ou des plateformes d'analyse. Notre marché est très particulier, il est empreint d'une double complexité. Évidemment, c'est très difficile de venir copier des réactifs et des plateformes d'analyse. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de savoir-faire et que ce savoir-faire, il est caractérisé par deux choses, cette complexité à être recopiée, mais aussi une complexité réglementaire. Il ne s'agit pas uniquement de copier, il s'agit également d'aller devant les instances et organisations fédérales pour avoir le droit de vendre des réactifs et des plateformes d'analyse. Dans le même contexte, bioMérieux a une communication importante. Alors ici, on ne parle pas nécessairement de divulgation à du public, même si ça en fait partie. Nous avons une publication scientifique importante.
Nous avons également beaucoup de communication et nous plaçons beaucoup de nos produits, avant que ceux-ci soient autorisés à être mis sur le marché, chez des partenaires, alors, soit des académiques ou soit des hôpitaux. Donc, ce que nous voyons, c'est que nous avons une communication de l'information importante à des tiers externes à Biomérieux. Mais l'un dans l'autre, entre secteur manufacturier et puis communiquer sous contrainte de communication importante, nous sommes bon an mal an dans une organisation et une structuration de la propriété intellectuelle plutôt classique, qui cherche un équilibre entre le brevet, le secret, la confidentialité et la communication au public. Ça, je dirais, c'est le point statique qui est assez connu, mais Biomérieux, comme de nombreuses sociétés à présent, vit pour une partie de ses activités une révolution. Là où nous avions en fait une logique manufacturière, donc sur des biens tangibles, nous voyons une mutation importante de nos actifs immatériels, puisque de plus en plus nous concevons des logiciels, nous produisons de la donnée et nous utilisons des outils d'analytique avancés. Et ici, nous sommes dans le domaine de l'intangible et dans le domaine du secteur de l'information. Deuxième point important que nous voyons au travers de ces actifs, c'est que le brevet subit un certain affaiblissement, au moins aux US, où nous avons beaucoup de mal dans notre secteur à obtenir des brevets, à cause des exceptions judiciaires qui ont été définies par la Cour suprême des États-Unis, qui sont les lois de la nature et les idées abstraites. Nous sommes également dans une révolution industrielle, c'est-à-dire que des nouvelles technologies émergent et les autres secteurs manufacturiers ou les autres secteurs économiques essayent d'emprunter en fait ces nouvelles technologies pour les appliquer à leur propre domaine. Or, pour ce qui nous concerne, au moins la littérature est importante et appliquer des nouvelles technologies, par exemple à la détection de pathogènes, il ne faut pas se leurrer, ce serait très difficile, voire impossible d'avoir des brevets. Donc nous avons un affaiblissement en fait relatif du brevet. Deuxième point qui est important, et c'est pour ça que le secret d'affaires s'y inscrit pleinement, c'est que nous sommes dans un écosystème de plus en plus ouvert et de plus en plus interconnecté. Ça fait maintenant depuis des années qu'on parle par exemple de l'open source, mais ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une manière de faire du business, une manière de faire de l'organisation et une manière de faire de l'innovation de plus en plus présente. Et donc nous voyons au travers de ça une modification des flux d'information et une modification des canaux d'information. Enfin, quelque chose ici de très important, c'est que les business models, en fait, au moins pour ce qui nous concerne, changent beaucoup. Là où nous étions dans du manufacturier, nous arrivons de plus en plus dans du service, avec des modèles très particuliers issus des Silicon Valley, qui sont les modèles d'intermédiation, c'est-à-dire la mise en relation au travers des outils informatiques du producteur, du consommateur. Et donc, au travers de cette modification importante des flux d'informations, de la manière de collaborer et de la manière de faire de l'innovation, tous les outils en fait, qui aident à la gestion de ce flux d'informations sont importants. Et en particulier le secret d'affaires. Alors, ce qui paraît paradoxal, parce que si nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, quelle est la part en fait du secret? Eh bien, dans ce que l'on souhaite ne pas communiquer ou divulguer au public, intervient ici le secret d'affaires, et en tant qu'industriel, la directive est un bon point, notamment dans les mesures qu'elle autorise en termes d'interdiction de biens et de services ayant été produits ou développés à partir de secret d'affaires. Voilà. Donc nous avons un contexte statique qui était connu, mais un contexte dynamique très très important lié à la transformation digitale, où encore une fois l'information prend une place très particulière et le secret d'affaires également. Alors, comme je vous l'ai dit, Biomérieux ne sort pas de rien. Nous avons un long passé judiciaire en matière de secret d'affaires. Nous avons un long passé en matière de protection et de mesures prises. Et Biomérieux, comme je vous le disais, n'échappe pas à ceci. Et ça fait depuis très longtemps que nous avons, en tant qu'entreprise, pris un certain nombre de mesures. Alors, à l'époque, ce n'étaient pas des mesures de protection raisonnables, mais c'est comme pour M. Bouillard, ça fait des années qu'elles sont là. Ici, des choses, somme toute, très anciennes et classiques, d'autres plus récentes. Alors, ça paraît tout bête, mais le contrôle à l'accès des bâtiments, contrôle différencié également, en fait.
Des contrôles différenciés également, et donc la ségrégation d'informations. Effectivement, nous avons l'essentiel de nos informations maintenant sous forme numérique, mais toutes les personnes chez Biomergeux ne peuvent pas... Enfin, toute personne à Biomergeux ne peut pas accéder à toute information. Je ne vais pas refaire la cité de la peur, c'est bien parti. Nous avons également un contrôle de la communication. Il faut savoir que toute communication externe passe nécessairement dans nos mains, en fait. Toute personne qui veut communiquer au travers d'articles scientifiques ou lors de collaboration doit avoir l'aval de la propriété industrielle qui va analyser en fait les documents, les épurer s'il faut et choisir différents modes de communication. Nous avons également mis en place la formation des salariés au travers, et ça c'est Natacha qui s'en est chargée, obligeant nos salariés à suivre des formations en ligne et qui doivent être validées pour les sensibiliser à ce qu'est le secret d'affaires et la confidentialité. Et évidemment, de manière systématique, dès qu'il s'agit de communiquer, hormis évidemment les divulgations publiques, un réflexe de gestion de confidentialité, tout est fait sous accord de confidentialité, évidemment en précontractuel. Et là, dans le domaine en fait un peu plus récent, la cybersécurité, en fait, qui prend une place très très importante, puisque l'essentiel du danger en fait identifié vient des attaques, des cyberattaques. Il faut savoir que très peu de systèmes est infranchissable et inviolable. Quand vous en parlez en fait aux spécialistes de l'informatique, tout peut être cassé en termes de réseau. Malgré tout, nous mettons en place de la cybersécurité, nous adoptons des normes en fait en termes de sécurité. Nous avons une équipe de cybersécurité. Et ce contexte vient d'être renforcé par le règlement en fait en matière de protection de la donnée personnelle, qui nous impose également en fait une cybersécurité très importante et qui nous a imposé également cette année, ce qui nous a pris toute l'année, un recensement en fait de tous les processus de traitement d'informations en fait au sein de l'entreprise et qui nous a en fait imposé une alerte, une mise en place dans chaque équipe support, que ce soit la R&D, que ce soit l'API, que ce soit le marketing, d'identifier au plus tôt possible en fait toute anomalie ayant trait à la donnée personnelle, et donc par incidence, puisqu'on est sensibilité maintenant à ces anomalies, à tout ce qui a trait au savoir-faire et aux informations confidentielles. Donc on voit que le contexte en fait est venu renforcer les mesures que nous avions déjà prises. Je vous ai mis à droite, en fait, quelques étapes, enfin, les étapes qui sont préconisées par l'organisme CREATE. Alors, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, peut-être notre collègue anglais, alors je ne sais pas, qui est une organisation d'université et d'industrie anglaise qui travaille dans la propriété intellectuelle et qui avait en 2015 étudier cette question des mesures raisonnables et faits du droit comparé. Et on avait sorti ces étapes-là qui, pour elles, constituaient les mesures raisonnables, en fait. Je vous ai donné en bas, en fait, là où vous pourrez les retrouver, en prenant en compte les jurisprudences US, les diverses jurisprudences existantes dans les États européens qui avaient des législations concernant le secret d'affaires. Alors, ce qu'il nous disait, en fait, cet organisme, évidemment, une politique de traçabilité. Là, on a parlé de la datation, de l'accessibilité et l'intégrité des documents. Également, donc, un inventaire des documents, datation. Le management de la sécurité, ici, on parle plus de le management des moyens d'accès, en fait, à l'information, alors que ce soit en termes de cybersécurité ou d'accès aux bâtiments, par exemple. Une évaluation du risque, à la manière de Michelin, c'est-à-dire une analyse de chaque information pour savoir quelle est sa valeur, en fait, et quel est le risque que prend l'entreprise à l'avoir divulguée. Un management des tiers, bon, ça c'est un peu plus connu avec systématiquement les accords de NDA. Alors, vis-à-vis des tiers, évidemment, mais également sur la pratique US vis-à-vis de ses propres employés quand l'information
est vraiment sensible. Mais je vous la fais, hein. Le document est accessible en ligne et explique de manière plus en détail ces étapes. Une équipe de protection particulière. Ils estimaient qu'il fallait avoir une équipe centralisée. Alors, chez nous, c'est plutôt le département pays, même si toutes les mesures raisonnables ne sont pas dans nos mains, mais l'essentiel l'est. Une formation et un renforcement des capacités des salariés. Des mesures de surveillance de ses propres mesures de protection, pour savoir si elles sont efficaces, c'est derrière pour pouvoir mettre en place des mesures correctives, en fait. Et cet organisme, et c'est pour ça que je le cite parce que je trouve cette manière d'analyser les mesures raisonnables très bonne, considérait que lorsqu'on mettait en place l'ensemble de ces mesures, on était à peu près certain d'être dans les clous à peu près partout dans le monde. Voilà. Alors, j'ai parlé de la confidentialité ici, je vais juste passer. Alors, pour nous, est-ce suffisant? On a vu que si vous faites le parallèle, il y a encore quelques trous chez nous. Voilà. La question n'est pas si évidente que ça. Alors, si nous avons un passé judiciaire en la matière, Madame Prison a bien noté que la jurisprudence n'était pas encore là et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encore à déterminer. Et là, nous sommes tout de même dans un bouleversement économique, nous sommes dans le domaine de l'information, et la question qui se pose, c'est risque d'innovation contre risque juridique sur le secret d'affaires. Monsieur Bouvier l'a rappelé, entre accessibilité à l'information et protection, il y a une dichotomie, ce sont deux notions qui sont antinomiques. Les schémas d'organisation actuels nécessitent une fluidité de l'information. Prendre de mauvaises mesures de protection, en fait. Trop contraindre les équipes R&D, trop contraindre la collaboration, c'est un réel risque en termes d'innovation. Là, je vous ai fait une petite courbe qui n'est pas représentative, mais il doit exister un point optimal entre risque juridique et risque innovation. Et là, c'est les réflexions que nous avons, nous, au niveau de nos départements, c'est l'identification de ce point. Et tant qu'on ne l'a pas vraiment trouvé, on préfère attendre d'avoir de la visibilité sur la jurisprudence et donc plutôt prendre un risque juridique à la rigueur plutôt qu'un risque innovation en fait. Mais nous restons très attentifs et dès que nous avons un marqueur suffisant, nous ferons un go-no-go sur la révision de l'ensemble de nos pratiques. Pour cette présentation pratique. On va reprendre une période de débat. Donc nos intervenants sont là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Les intervenants de cette table ronde, mais aussi les intervenants des précédentes interventions, s'ils sont encore dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une question? Well, hello. So I'm going to do my question in English just because I want to ask something to Kay-Randy. Well, in France, most of the doctrine says that the protection in the US about the trade secret is very, very efficient. So this is my first question, and I would like to have your point of view on this, and especially now, thanks to what we are trying to implement here in Europe, and maybe a little bit of the knowledge today you have from the French perspective. And my second question is different. It's according to many observers, they say that in the US, the country tried to protect first the trade secret from their companies in order to protect the nation in its entirely, compared to, for example, to France, where the protection was more to protect first the states with the fundamental interest of the nation, which is an infraction in France.
and then to move onto the production of the trade secrets, especially for the private company. And Michelin indeed is quite a good example, because in 2010 they tried to raise up the question of the fundamental interest of the nation to fight against former employees who was accused of espionage, and well, they actually failed with that claims, and they only succeed in the breach of trust. So I wanted to have like your opinion on this observation. Yes, sure, thank you. So in the United States, judges are very familiar with trade secret cases, and judges are protective of trade secret holders in the right circumstances. So the cases I handle are usually hotly contested between two big companies, but that's not representative of what's ordinarily in the court. What's ordinarily in the court is an employee left and stole information and got caught, and the big company or the former employer needs to stop that person from using it. And that plaintiff company can go into court immediately and get an order stopping that employee from using it, making the employee return the information. The judge will see the record, you get your declarations and your evidence and your witnesses, you put it all into a brief, the judge signs the order, you serve it, and the case is over. And it's routine. Today with email, there's so much proof of what people are doing. So many people today, when they're stealing, email from their work to their home email address, and then they delete, and they think it's gone, and it's not gone. So that's the classic scenario that we see over and over, and of course the deletion is even better proof. So courts are very accustomed to stepping in, signing the orders, and those cases settle, and the judge gets a credit for that case on her docket for her annual caseload, and so they kind of like the cases for that reason too. So it's a very common type of scenario and case. Now, the big business ones are very complicated, and there's usually a lot more issues in play. So does that answer question one? So your regards as well to your point of view of what is implementing now in France and Europe. So what's your opinion also on that? Do you think it's something good, or do we approach the US way, or are we still far away? Well, I'm mostly on the plaintiff side of these cases, because the company, the innovator, is taking prompt action against either the departed employee or a former partner company that they were in business with in a collaboration or a joint venture. And they're very interesting cases, and the courts are set up to handle them, and it's very familiar. Technology is super important to the US economy, and courts understand that. And we also tend to have experienced lawyers on both sides of the cases in courts like that too. They get sometimes some complicated cases presented to them about who owns this, what is it, and how do we allow these businesses to go forward under some court-supervised order of what they can and cannot do on the defense side. So they're interesting cases even to the judges, and so the courts do want to get involved. As to the second question, the protections are for business. And first and foremost, in the civil arena, in civil cases, it's protecting businesses mainly from others who are stealing from them. The only way the state or US cares mainly is in a criminal context. And I've had cases where the government investigates parallel to the civil case. Sometimes it's decided the criminal will go first, the criminal action. Sometimes it's decided the civil action will go first, and there's important differences there, but the government cares greatly, and the government is stepping up its enforcement of theft, particularly to Asia today.
And that is the government's interest in helping business. And we are seeing that in the US a lot, that the government wants to help American business in this administration. Oui, une question, alors peut-être à Frédéric Lemauve qui est présent, mais également à Monsieur Beauvire. Il y a un très vilain mot dans le domaine des secrets d'affaires qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, qui est celui du risque de contamination. On n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis nous dire la façon dont vous évitez la contamination dans ce domaine au sein de Biomérieux? Alors, une contamination, c'est que les accords de confidentialité ne portent pas uniquement sur la confidentialité des informations. Il y a toujours des clauses d'interdiction d'exploitation, évidemment, des informations. Et une fois qu'on a reçu les informations, on est lié à ces clauses, généralement pendant très longtemps, ce qui nous empêche de faire de la R&D sur le domaine sur lequel on nous a communiqué des informations. Et c'est en ça que une confidentialité mal gérée peut contaminer des pans entiers de la R&D. Alors comment on le gère au quotidien? C'est qu'on procède par étapes. En fait, on a des accords et dès qu'on sent, en fait, on procède par étapes dans la divulgation et communication des informations. Et dès qu'on sent que ça devient trop dangereux, on stoppe tout. Et donc on a eu des propositions d'accords, que ce soit en collaboration R&D, voire en distribution également, qui nous paraissait très profitable, qu'on a décidé de ne pas poursuivre parce que la contamination était trop forte. Lorsqu'on est obligé d'aller dans les collaborations, malgré tout, c'est la mise en place qu'on appelle de Chinese Wall, c'est-à-dire la séparation des personnes avec une interdiction entre des départements de communiquer sur des projets qui peuvent être totalement communs et menés en parallèle. C'est agréable pour personne, c'est une horreur à suivre en fait. C'est la même chose pour vous, mais c'est un nid à problème sans fin. Oui, on m'entend, oui. Qu'ajouter à ce qui a déjà été dit, oui, la contamination. Une première remarque. Souvent, nous refusons, dans des premières discussions, à signer immédiatement un accord de confidentialité, justement pour éviter la contamination, parce que nous recevons aussi beaucoup de propositions spontanées du public. Et donc, nous avons mis en place une politique rigoureuse de traitement de ce que nous appelons les propositions non sollicitées. Donc, la politique, elle est simple. Il est parfois difficile de faire comprendre le bien fondé, mais jamais on accepte d'examiner une proposition sous le sceau de la confidentialité. Toujours, on recommande à ceux qui nous sollicitent de d'abord prendre des mesures de protection, un dépôt de brevet. Au moins, ce fera le juge de paix. Et pour poursuivre, alors je ne vais pas reprendre le management de la confidentialité, les exceptions, le développement indépendant, tout ça vient d'être évoqué. Et on peut le voir aussi dans l'autre sens, à partir du moment où il y a une coopération, il peut être de votre propre intérêt d'exposer ce que vous connaissez déjà. Puisque c'est sous clause de confidentialité, eh bien votre partenaire, sauf s'il peut prouver qu'il connaissait déjà ce que vous lui avez dit avant, il est aussi lié par la confidentialité. Donc c'est un double jeu, mais il faut effectivement bien réfléchir à tout cela. Et finalement, la rédaction habituelle des clauses de confidentialité, et surtout les exceptions, est un bon guide de réflexion et de construction d'une pratique de collaboration. Et puisque j'ai le micro, je vais moi aussi poser une question aux avocats, aux professeurs de droit. Et beaucoup de cas de divulgation frauduleuse
finalement, implique la complicité d'un salarié, en général un ex-salarié. Et les dispositions dont on parle sont dans le code de commerce. Est-ce que ça ne va pas poser des difficultés pour poursuivre des salariés ou des ex-salariés du fait que c'est le code de commerce? Je ne suis pas un spécialiste du droit du travail. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de... À la différence du droit des brevets, il n'y a pas l'équivalent de l'article 611.7, c'est-à-dire une compétence spéciale pour ce qui concerne les inventions de salariés. Autant que je me souvienne, il y a eu un arrêt tout à fait récent de la Chambre commerciale à la Cour de cassation au mois de mai dernier, mal rédigé, disons. Mais est-ce que le pourvoi était mal rédigé ou la réponse non pas inappropriée, mais du moins un peu étrange? Mais a priori, c'est ce que ça. Enfin, moi j'ai compris ça comme ça. En revanche, s'agissant des violations de secret des affaires, on tombe dans le droit commun. Hein, c'est purement et simplement. Et en particulier, si l'un des auteurs n'est plus salarié, je ne vois pas comment le Conseil des prud'hommes serait compétent. Mais alors là, j'avoue que je suis à la limite, je suis au-delà de ma zone de confort, parce que le fait qu'il ait été salarié au moment où il a commis les infractions, où il aurait commis les infractions, est-ce que ça donne compétence au Conseil des prud'hommes? Je ne le pense pas, mais c'est sous cette réserve-là. Je peux peut-être rajouter quelque chose en ce qui concerne le droit anglais. D'abord, on n'a pas exactement le même problème dans le sens qu'il n'y a qu'un tribunal. Donc, ce n'est pas vraiment la division. Le problème qu'on a, c'est qu'on se pose plein de questions sur les délais maximum pendant lesquels on peut interdire aux salariés, en Angleterre, on peut vraiment interdire à un salarié de faire la même chose. Débrouillez-vous pendant 6 mois, 1 an, faites carrément autre chose, nettoyez des voitures ou je ne sais pas quoi. Donc de ce point de vue-là, on est radical, mais il y a la discussion du délai raisonnable. Le point le plus épineux, c'est cette fameuse doctrine qu'on appelle springboard en Angleterre, où les tribunaux sont en train de se déchirer sur le fait si ça existe ou ça n'existe pas. C'était une doctrine en disant, bon, mis à part ce délai pendant lequel l'ex-employé ne peut pas faire la même chose, si vraiment pour votre nouvelle entreprise que vous montez vous-même ou que vous montez avec vos amis pour faire concurrence à votre ex-employeur, vous avez eu un tremplin. Ça va plus vite, vous pouvez développer, vous n'avez pas volé la liste de clients, mais quand même vous êtes connu dans le milieu, vous avez des connaissances que vous pouvez utiliser, mais ça vous donne un avantage. Est-ce qu'on peut, sur ce point-là, dire, bon, là, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez vous désister de ce genre... C'est un peu le même système, vous travaillez dans un autre service pendant un certain temps, où on revient au même principe, vous ne travaillez pas pendant une certaine période, il faut attendre pour monter votre propre entreprise. Là, vraiment, c'est une autre discussion, mais on a ce genre de discussion. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un employé indépendant peut-être n'a pas le droit de travailler? Est-ce qu'on peut donner l'avantage à l'entreprise de le faire attendre pendant quelques mois? Ce n'est pas le tribunal ou le code, mais c'est un peu la même discussion. Est-ce que la protection de l'employé est une chose différente du secret d'affaires? Alors, je voulais peut-être juste, parce que tu me donnes l'occasion, Paul, de le dire, sur des solutions qui avaient été dégagées, enfin qui sont dégagées en matière de savoir-faire et autres, qui sont parfaitement reportables sur le secret des affaires. La prolongation de clause de confidentialité peut être requalifiée en clause de non-concurrence. Il ne faut pas oublier qu'on peut
on peut changer de qualification assez facilement selon l'importance effectivement de l'importance et l'ampleur de la clause de confidentialité. Il y a une autre question? Alors du coup, j'avais une question, mais qui était plutôt pour le professeur Reynard, donc si quelqu'un veut bien y répondre. J'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs aujourd'hui que dès lors que le secret était divulgué, finalement tout était perdu. Dans les projets de directive et dans le projet de loi, on dit quand même qu'on peut aller rechercher la responsabilité de toute personne qui savait ou qui aurait dû savoir. Et donc, ma question était de savoir, est-ce qu'on pourrait imaginer un procédé qui consiste à notifier, à mettre en connaissance de cause un concurrent qu'il est sur le point d'utiliser des informations qui avaient été obtenues de façon illicite. Voilà. Est-ce qu'on aurait une recommandation pratique pour faire en sorte qu'il soit au courant et qu'il sache effectivement que les informations ne devraient pas circuler licitement. Donc je ne sais pas si ça inspire quelqu'un, sinon pour les praticiens. La question est très intéressante, effectivement, et c'est l'article L151.5 qui aborde le sujet, puisqu'il dit que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait ou aurait dû savoir au regard des circonstances que le secret avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la force de cet article et notamment savoir si on peut utiliser cet article pour essayer de rattraper une divulgation qui aurait été faite. Mais je crois que la question, c'est vraiment toute la force de cet article et de l'interprétation qu'on en fera, puisqu'il est dit qu'il faut que le secret ait été obtenu ou indirectement d'une autre personne qui l'a divulgué de manière illicite. Donc, autant cet article, il est effectivement très puissant et il peut très certainement, à mon avis, être utilisé lorsque quelqu'un détient une information sous couvert d'une obligation de confidentialité, la communique à un tiers. Effectivement, ce tiers-là, s'il a des raisons de penser qu'on n'aurait pas dû lui communiquer cette information, effectivement, il est tenu de ne pas l'utiliser, et s'il l'utilise, il est en violation, et par conséquent, dans ce cas-là, celui qui est le détenteur légitime initial, s'il notifie, s'il informe celui qui a reçu l'information en bout de course, je pense qu'on a de très bons arguments pour dire qu'effectivement, dans ce cas-là, celui qui a reçu l'information sait maintenant, après la notification, qu'il l'a obtenue de manière illicite et doit ne pas l'utiliser. Là où je suis un tout petit peu plus réservé, mais où on peut avoir l'espoir d'essayer d'utiliser cet article dans ces circonstances, c'est dans le cas où la divulgation a été publique, c'est-à-dire quelqu'un détient une information de manière confidentielle, la divulgue de manière publique, de sorte que le cercle de personnes qui a obtenu l'information est assez large. Est-ce qu'on peut rattraper cette divulgation en allant notifier, en tous les cas, les personnes qu'on a envie de notifier, à savoir ses principaux concurrents? Le texte ne l'interdit pas et laisse même penser que c'est possible, puisqu'il est dit obtenu directement ou indirectement. Donc on peut penser que c'est possible et ça peut donner l'espoir d'essayer de rattraper la situation, en sachant quand même bien, en gardant en tête que le texte de la proposition de loi dit aussi que dans des circonstances peut-être comme celle-ci, on va remplacer la mesure d'interdiction par des mesures de réparation. Donc peut-être que dans un cas comme celui-ci, on est typiquement dans une hypothèse où une mesure d'interdiction serait peut-être assez sévère puisque finalement le secret a été divulgué, mais où malgré tout on peut essayer d'interdire à des gens de l'utiliser. Donc peut-être, je n'ai pas une réponse certaine et on verra vraiment ce que la jurisprudence fait de cet article, mais c'est vrai qu'on peut essayer de l'utiliser dans ce contexte-là.
Juste ça ressemblera à un quasi-monopole, en fait, à ce niveau-là. C'est pas l'esprit de la loi, enfin, un peu ce que j'ai compris ce matin, parce qu'indirectement, il y a une communication au public, et dans ce cas-là, indirectement, on récupère tout le monde en disant je vais vous notifier. À partir du moment où vous êtes notifié, en fait, eh bien, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce savoir-faire secret sans pour autant avoir un titre de propriété ou un droit privatif d'une quelconque nature dessus. Il Ça faut va que la assez loin, divulgation je pense soit qu'il faut- illicite, quand même. Il faut une divulgation illicite. Au début, mais la communication, par exemple, dans la presse, d'une information. Oui, mais confidentielle. si on revient aussi à la question, enfin, il y a une faute à l'origine de cela, et peut-être que celui qui reçoit l'information en sachant que la divulgation est fautive, en tous les cas, cet article le permet. Mais je dirais que plus généralement, ce débat qu'on peut avoir concerne aussi ce que l'on entend par les usages loyaux du commerce, puisqu'on dit qu'est illicite toute utilisation, enfin obtention, utilisation, divulgation qui serait contraire aux usages loyaux du commerce. Enfin, ce n'est pas exactement le terme, mais en tous les cas, c'en est bien l'esprit. Et on en parlait tout à l'heure à la pause, de situations dans lesquelles... moi, j'ai été confronté à cet exemple d'un client qui me dit « J'ai reçu... en fait, 2 entreprises qui étaient des entreprises importantes avaient confié un développement à un même sous-traitant. Et le sous-traitant a fait un très beau rapport en disant « Voilà l'état de développement des recherches que nous menons pour vous. » Et il l'a envoyé, non pas à celui qui avait commandité cette recherche, mais à son concurrent. Et donc le concurrent reçoit cette information et me dit « Mais qu'est-ce que j'en fais ? Je n'ai pas commis de faute à l'origine, donc je l'ai reçu de manière tout à fait absolument pas fautive. Néanmoins, j'aurais dû savoir, ou les circonstances rendent évidentes, que ça ne m'était pas destiné. Et effectivement, comment gérer cette situation et comment est-ce qu'on va interpréter ce que constitue un usage loyal du commerce? Est-ce qu'entre concurrents, on doit être gentleman et dire « je n'aurais pas dû le voir, je te rends ça et je ne le regarderai pas » ou est-ce qu'entre concurrents, on n'a pas à avoir, et il n'est pas déloyal de se mener une véritable concurrence? Et je pense que c'est plutôt le cas. Et à midi, on en parlait, c'est que si on accepte qu'une communication qui est reçue dans ces circonstances empêche d'utiliser l'information, on est typiquement dans les cas de contamination et finalement dans une utilisation qui peut être malicieuse de ce type de communication qu'on pourrait faire spontanément, mais en prétendant que c'est une divulgation illicite. Donc, je pense que là, on est vraiment typiquement dans des cas d'espèce qui devront être appréciés par les tribunaux. Mais voilà, après, on en revient à la question initiale, qui est de savoir quel usage va-t-on pouvoir faire de cet article L151.5 et est-ce qu'on peut rattraper effectivement des communications illicites. Si la jurisprudence anglaise peut peut-être inspirer un peu, là, on fait une différence entre dans la deuxième partie de Coco & Clark, on dirait que bon, si votre ex-salarié, par exemple, va s'adresser avec ses données, ses secrets d'affaires à quelqu'un, vous pouvez prévenir le destinataire. Et à ce moment-là, les tribunaux vont vous dire, bon, à ce moment-là, l'information est alors partagée. Il y a une chaîne de partage de l'information où celui qui va recevoir l'information est au courant de la nature confidentielle de cette information, de ce secret d'affaires. Donc cette personne-là est à ce moment-là dans le système et peut être poursuivie également si elle accepte les informations, les secrets d'affaires. Pour ce qui concerne le grand public, je crois là que les tribunaux anglais vont dire, bon, il n'y a pas de propriété, ce n'est qu'une action en justice dont vous disposez. Donc si vraiment tout le monde est au courant, l'information est accessible au grand public, il n'y a pas de propriété, c'est perdu, vous ne pouvez pas établir cette chaîne. Donc c'est ça un peu la différence qu'ils ont introduit dans leur système, cette chaîne qui doit exister, ce qui
revient à ce que j'avais dit auparavant, est-ce que cette chaîne est bien prévue à partir de la définition dans l'accord ADPIC? Ça, c'est une autre question. Mais donc, la procédure anglaise dit qu'il y a deux choses différentes. S'il y a une chaîne, vous pouvez la prolonger en avertissant cette partie. Il faudrait peut-être, d'un point de vue idéal, le faire auparavant. Le faire avant que cette information arrive. Si vous voyez que le salarié est parti, il faut peut-être à ce moment immédiatement contacter tous les contacts du salarié en disant s'il se présente avec cette information, c'est ce cas d'affaires, attendez, ça a été volé ou c'est possible à ce moment-là.